Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Bonjour, nous sommes e-commerce nation. On est aujourd'hui au One-to-One Biarritz en compagnie de Thomas Husson, vice-président et analyste chez Forrester Research. Bonjour Thomas. Bonjour. Écoute, je te laisse te présenter ainsi que ton poste au sein de Forrester Research, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Donc, je suis Thomas Husson, je suis vice-président et analyste chez Forrester, basé à Paris. Je travaille dans une practice qui travaille beaucoup avec les directeurs marketing et les directions marketing. Plus spécifiquement de mon côté sur les aspects liés à l'innovation technologique. Et Forrester est un cabinet d'études et d'advisory. Le siège est aux États-Unis, à Boston, près du MIT et d'Harvard, mais on a des bureaux un peu partout en Europe et en Asie. Et en fait, on a un positionnement un peu spécifique, un peu unique, au sens où on ne fait pas du conseil traditionnel comme peuvent le faire des McKinsey, des BCG, Deloitte, Accenture ou autres, qui sont par ailleurs clients. On est, nous, entre la marque et ses prestataires. Donc on travaille beaucoup avec des marques du retail, de la finance, CPG, santé, utilities, et on va les aider à décrypter un certain nombre de tendances, on va partager des best practices, et quand il s'agit d'implémenter, on va recommander, on fait un ranking de différents acteurs, des agences, des boîtes de conseil, des acteurs de l'innovation, des solutions logicielles, MarTech, AdTech, Cloud, etc. Et donc nous, on veut rester indépendant, voilà, c'est notre positionnement. Parfait, merci beaucoup pour cette présentation. Du coup, comment accompagnez-vous exactement les entreprises dans leur transformation digitale et technologique ? Eh bien, comme je l'évoquais là, on va partager avec elles un certain nombre de tendances. En général, on publie des études qui ont une vocation prospective. On fait des prévisions de marché aussi, alors qu'ils ne vont jamais au-delà de 5 ans parce que c'est impossible d'aller plus loin, mais en tout cas, on essaie de quantifier un certain nombre de phénomènes. On va décrypter des technologies, on va surtout, nous, se concentrer non pas sur l'aspect technologie ou infrastructure pure, IT, mais davantage sur les enjeux métiers, les nouveaux use cases et partager des exemples concrets de best practices, d'acteurs. Donc on fait beaucoup d'interviews de tout l'écosystème, de la start-up au patron marketing, à ceux qui opèrent. Voilà, parfois certains partagent avec nous leur stratégie, leur roadmap, et on essaie de les challenger un peu. Notre claim, c'est de challenge thinking, lead change. Donc en gros, voilà, on essaie de aller à l'encontre des idées reçues et d'aider les organisations au changement. Je pense qu'on va s'attendre puisque chez e-commerce nation, nous avons à peu près la même philosophie, on aime bien le challenge aussi. Donc en fait, ma prochaine question, ça va porter ça va être plus à l'approche de One-to-One Biarritz. Donc du coup, d'après les analyses faites au sein de Forrester, quelles sont les tendances clés en marketing digital et social media en 2019 et comment vous allez évoluer d'ici 2020, 2025 en marketing digital, c'est surtout et de plus en plus comment j'intègre le digital dans ma stratégie marketing, de façon à avoir une expérience sans couture et d'arrêter justement les silos et de rajouter un silo de plus. Donc ça veut dire souvent de bien aligner la mesure avec les objectifs. Ce qui n'est pas toujours le cas. Je prends un exemple très concret. Sur le mobile, aujourd'hui, le mobile est surtout, non pas un vecteur d'acquisition, mais un élément de rétention, de fidélité et d'expérience client. Et beaucoup de marques vont le mesurer avec des KPI qui sont des KPI digitaux qui ne sont pas forcément pertinents. Si je suis retailer, l'enjeu pour moi, c'est en partie d'augmenter mon m-commerce et mes transactions sur mobile, mais on sait que 85% et 90% même dans certains pays des transactions se font en magasin, et donc c'est de m'assurer que quelqu'un qui est exposé à un moment dans son parcours sur mobile va venir en magasin. Donc quelle est l'incrémentalité en termes de trafic en magasin et surtout quelle est l'incrémentalité en termes de revenus. Donc ça suppose d'aller agréger des données transactionnelles, de POS, de points de vente
pour voir si oui ou non la part du commerce total augmente. Donc ça suppose d'aller sur une analyse assez fine du shopper graph, ça suppose d'utiliser des plateformes indépendantes. Criteo se positionne pas mal là-dessus. Il y a d'autres acteurs évidemment, du drive to store, du M to store. Donc ça c'est un point qui est important sur le digital. Après, donc ça c'est évidemment une tendance de fond qui va s'accélérer l'année prochaine parce que on commence à avoir maintenant des outils d'attribution online-offline. C'est pas encore très standardisé. Il y en a beaucoup qui font ça dans leurs propres écosystèmes fermés, les fameux wall gardens. Donc ça se met en place petit à petit, mais c'est des solutions qui sont plus matures. Il y a évidemment tout ce qui touche à l'automatisation marketing. Donc là, pour pouvoir mettre ça en place, il faut déjà effectivement avoir une stratégie data, savoir la collecter, la raffiner et l'utiliser, mais ça va être de plus en plus sur une compréhension fine des parcours clients et de récupérer la donnée pour pouvoir activer et personnaliser l'expérience client. Alors c'est évident, mais pour le faire bien, il faut vraiment avoir cette vision d'ensemble du parcours client, savoir où on perd le client, savoir quels sont les drivers de l'expérience client et l'activer à grande échelle. Donc il y a aujourd'hui évidemment des outils qui permettent de le faire, de Martech, mais bien souvent l'enjeu il n'est pas technologique parce que toutes ces plateformes de cloud marketing ou toutes ces solutions-là au final sont presque un peu des Ferrari et dans beaucoup d'organisations on ne sait même pas conduire entre guillemets. Et donc il y a 80% des employés qui vont utiliser 20% des features. Donc c'est très bien de nous raconter les histoires avec les AI, ce qui va arriver demain. Et c'est vrai pour tous, de Sensei, Einstein, Leonardo, pour reprendre les pitch AI des principaux vendeurs de solutions cloud. Mais je pense qu'il y a un manque de maturité dans certaines organisations autour de l'utilisation de la donnée et dans la capacité à collaborer au sein des différentes fonctions pour maximiser le potentiel de ces solutions cloud. Alors après, il y en a qui sont plus en avance, mais Bien sûr. Donc ça, c'est une autre tendance. Après, voilà, il y a des tas et des tas de tendances, mais sur ce qui va s'accélérer l'année prochaine et que j'évoquais ce matin, c'est aussi les enjeux éthiques, le marketing des valeurs. C'est pas nouveau, mais ça s'accélère parce qu'il y a une attente très forte des consommateurs autour de ça, sur l'écologie, sur l'éthique. Et du coup, ça va créer un retour de bâton pour les marques qui ont simplement une posture marketing. Beaucoup de marques aujourd'hui commencent à se lancer là-dedans, mais si elles n'auditent pas leur process, leur façon de travailler, leurs fournisseurs, leurs partenaires, comment eux-mêmes exploitent la donnée, alors c'est bien joli d'avoir une raison d'être ou une charte éthique, mais si à un moment donné on n'est pas irréprochable, avec les outils dont on dispose aujourd'hui et l'exigence de transparence, je pense que l'année prochaine et dans les années à venir, on va voir des catastrophes et des marques vont disparaître ou leur valeur va fondre comme neige au soleil parce que si on prend une posture et on dit « moi je suis éthique, moi je suis écolo, moi je suis pour la diversité », etc., mais qu'on ne respecte pas son engagement, le retour va être difficile. Donc ça, c'est aussi une tendance de fond. Et puis, ce qu'on voit de plus en plus sur la fonction marketing, c'est aussi ce qu'on évoquait en filigrane jusque-là, c'est cette notion d'expérience client. Et donc, ça suppose de revoir les modes organisationnels et de fédérer et d'orchestrer des compétences qui ne sont pas forcément hiérarchiquement rattachées au directeur marketing, mais qui permettent de délivrer l'expérience client. Et il y a certaines sociétés qui le font. Je pense à Adobe par exemple, c'est le même patron qui est en charge de l'expérience client et de l'expérience employé. Donc ça commence à se mettre en place. Et là, on travaille beaucoup sur la marque employeur. Donc c'est comment au final j'attire et je fidélise des talents digitaux comme j'acquiers et je fidélise des clients. Et s'il y a effectivement ce sens qui est partagé dans l'entreprise, si chacun comprend à quel niveau il contribue et comment on donne du sens finalement à sa fonction, même s'il est dans une fonction support, logistique, contrôle de gestion, voilà, ça crée une dynamique différente dans l'entreprise. D'ailleurs, pour parler de la structure, j'ai entendu parler que les entreprises comme par exemple Netflix, ils commencent à supprimer la fonction de CMO en fait,
et commence à créer d'autres fonctions en fait un peu qui se focalisent plus sur différents aspects du métier de CMO en fait. Oui, alors c'est une tendance de fond qu'on constate. On avait prédit ça il y a 2 ans dans un rapport en 2018 en disant sur 100 Fortune 100, donc les 100 plus grandes marques américaines, enfin globales, il y en a au moins 8 pour lesquelles la fonction marketing va disparaître. Alors ça ne veut pas dire qu'elles font plus de marketing, mais il y a une nouvelle attribution, soit une dissémination des fonctions marketing, avec un Chief Digital Officer, un Chief Customer Officer, etc., qui va reprendre des éléments marketing, soit au contraire une sorte de périmètre plus large pour la fonction marketing. On parlait de Netflix, mais c'est vrai aussi chez Coca-Cola, il y a un Chief Growth Officer, donc là on est vraiment orienté sur la croissance, pour faire passer le marketing d'une logique de centre de coût à un centre de profit. C'est vrai chez McDonald's, c'est vrai chez Taco Bell, c'est vrai chez Walmart, c'est vrai… Alors après, j'allais dire chez Unilever, mais c'est différent parce que Keith Sweed, qui était le CMO d'Unilever avec 35 ans de maison, est parti et il était objectivement irremplaçable. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut aller vers un Chief Growth Officer ou un Chief Customer Officer. C'est propre à chaque ADN, à chaque organisation. Mais le périmètre de la fonction évolue et va davantage vers la croissance, l'expérience client, la marque employeur et l'orchestration finalement de la voix du client dans l'entreprise. D'accord, ok, entendu. Donc ça, c'était concernant la partie de marketing et marketing digital, où nous sommes avec social media, des tendances en 2019, et puis comment vont-elles évoluer d'ici 2020 ? Alors le social media est de moins en moins, notamment dans tout ce qui est achat d'espace, traité à part, ce qui a été le cas pendant longtemps, où voilà, on développait une présence sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et c'est enfin, j'ai envie de dire, intégré dans de l'achat d'espace classique. Donc ça, c'est une tendance aussi d'évolution organisationnelle où on n'est plus simplement sur des équipes dédiées, mais finalement ça se réintègre et on est moins dans une approche silotée comme on avait rajouté un canal de plus. Il y a après un certain nombre d'évolutions avec des réseaux qui deviennent de plus en plus, j'aime pas trop le terme, mais malgré tout ça résume bien la tendance conversationnelle, au sens où on voit bien les difficultés de Facebook sur le vaisseau amiral classique, même s'il génère toujours des revenus très significatifs et en croissance, mais l'enjeu c'est de faire évoluer effectivement WhatsApp et Instagram et de les faire pivoter vers une logique de relation client avec un modèle économique différent qui pourrait être potentiellement transactionnel et pas simplement publicitaire. Et on le voit bien sur du WeChat ou du Line qui ont 2 à 3 ans d'avance parce qu'ils ont intégré des logiques qui vont justement au-delà du média, mais du paiement, de la fidélisation. Alibaba, quand il présente Alipay, il ne le présente pas comme une solution de wallet marketing, il le présente comme une plateforme data. WeChat, c'est pareil, avec WeChat Pay, c'est 600 millions d'utilisateurs actifs. Rien que sur WeChat Pay. Donc on est sur une dynamique différente qui intègre justement du offline et du online avec une approche CRM. Donc c'est l'activation sur des parcours individualisés. Après, on n'en est pas encore à du vrai conversationnel. On en est encore loin parce qu'il faut des évolutions technologiques type NLG, Natural Language Generation, qui font que la machine créerait vraiment un contenu qui soit automatisable et perceptible par le consommateur. On est encore beaucoup sur des scripts, des arbres de décision, des FAQ dynamiques, et c'est très bien parce que ça gagne du temps au consommateur, mais on n'est pas encore dans du pur conversationnel. Entendu. Donc chez Forrester, vous êtes attaché à l'expérience client et du coup j'ai vu un chiffre qui m'a marqué, puisque en France, seul 1% des consommateurs estiment avoir une bonne expérience avec les marques présentes sur les marchés français. Et selon toi, pourquoi un chiffre si bas ? Alors c'est un petit peu plus cette année sur le baromètre 2019. On est sur un panel là de 9000 consommateurs français. Pourquoi est-ce que c'est si bas, même si c'est en amélioration ? Je pense qu'il y a 2 raisons principales. La première, c'est que les entreprises françaises ne sont pas organisées pour l'expérience client, c'est-à-dire qu'elles vont le regarder par le petit bout de la lorgnette
C'est-à-dire qu'elles vont dire, si, on mesure l'expérience client, puis ça va être des équipes insights qui vont faire ça, mais ce ne sera pas diffusé partout dans l'entreprise avec des plans d'action qui soient forcément pertinents et récurrents. Il n'y a pas forcément de discipline d'entreprise autour de ça. Ça va être le marketing, plus ou moins, ça va être différente. Mais ce n'est pas une gouvernance d'entreprise, ce n'est pas un enjeu d'entreprise. Et donc, ça suppose une transformation qu'on évoquait tout à l'heure, culturelle, organisationnelle, un changement d'état d'esprit, pour que ça devienne vraiment une priorité et qu'on investisse davantage. Il ne s'agit pas de mettre 200 ou 500 000 euros sur la table. On parle potentiellement de faire évoluer des infrastructures IT, des plateformes, d'intégrer des plateformes de Voice of the Customer. Et donc, c'est des choses qui supposent des investissements un peu plus conséquents et aussi une mesure du retour sur investissement. C'est très bien de mesurer le NPS, mais une fois qu'on a dit qu'on était NPS plus 10, so what? Qu'est-ce qui se passe? Comment j'active ça? Quelles sont les raisons pour lesquelles l'expérience est en augmentation ou en baisse? Quel est le plan d'action que je donne, que je partage avec mon écosystème, avec mes franchisés? Si je suis un retailer, il faut aussi les faire participer. Donc voilà, une des raisons principales, c'est le retard français sur l'aspect organisationnel et managérial. Et l'autre raison est que les attentes augmentent en fait. C'est pas quelque chose de figé. Mes collègues américains disent souvent it's a moving target. Donc en gros, parce que certaines startups notamment, ou parce que certains acteurs du digital sont capables de délivrer une expérience exceptionnelle, ou en tout cas très bonne, les attentes consommateurs sont poreuses et se transfèrent d'une industrie à une autre. Et d'autres acteurs plus traditionnels ont du mal et ne se pensent pas en concurrence avec un Amazon, avec des acteurs de ce type-là. Et du coup, les attentes augmentent. Donc il y a ces deux phénomènes en parallèle, dont un qui n'est pas propre à la France en termes d'attente client. Mais par contre, le retard français est caractérisé sur l'état d'esprit autour de l'expérience client et l'implication des dirigeants dans l'incarnation de la marque et de la volonté de vraiment transformer les parcours clients. Et du coup, est-ce que tu as des conseils à offrir aux marques françaises sur comment elles peuvent améliorer justement l'expérience client? Alors, chaque situation est unique, mais en partie, un des premiers éléments serait de travailler sur finalement l'ADN de la marque, quelle est la promesse de la marque, quelles sont ses valeurs. On a déjà parlé, oui. Ouais, voilà, et de traduire ça dans des termes compréhensibles pour les employés, pour les impliquer, parce qu'il n'y a pas de bonne expérience client s'il n'y a pas une bonne expérience employée. Et ça, c'est des choses qu'on peut activer facilement, qui prennent du temps, mais qui ont un impact fort. On s'empresse souvent de parler de technologie, mais la technologie, elle vient plutôt après. Et donc, il faut commencer par faire évoluer la culture de l'entreprise. Et ce sont des postures de dirigeants, c'est à eux d'incarner le changement. C'est aussi de donner des outils et des moyens pour que les employés se fassent partie de ce tout, puissent faire des suggestions et des innovations. Donc ça, c'est un point essentiel. C'est aussi d'acquérir un certain nombre de compétences, mais de ne pas vouloir tout faire en même temps. C'est-à-dire qu'un des enjeux clés, ça va être de prioriser des projets d'expérience client. Sauf qu'on ne peut pas prioriser si on n'a pas une bonne compréhension du client et si on n'est pas capable de mesurer l'impact que ça a. Donc les deux piliers principaux, c'est de commencer par la compréhension client. Et beaucoup de boîtes vont vous dire, mais si, on a un NPS, si, on fait des enquêtes annuelles, c'est pas suffisant. Il faut les faire sur l'ensemble des canaux, il faut mesurer l'émotion, il faut comprendre vraiment les parcours clients de manière granulaire et voir l'impact que ça a sur les KPI et la mesure business. Si je ne suis pas un opérateur télécom, il faut que je puisse dire quel est mon impact sur le churn, par exemple. C'est sûr. Donc ça paraît évident, mais beaucoup d'entreprises ont du mal à mettre en place les équipes pluridisciplinaires et les équipes finances qui vont dire voilà, ça a tel impact sur le business. Pour pas que ce soit juste une idée. En fait, d'abord, il faut être bien d'accord sur leur propre ADN pour ensuite en fait, envoyer cette image de marque vers le consommateur, quoi. En gros, c'est ça. Oui, je pense que c'est un parti pris important, surtout à l'ère du marketing éthique, du marketing des valeurs. Ça va devenir de plus en plus important. Après, il y a aussi de base, et la priorité des priorités, c'est de réduire les irritants sur le parcours. Donc, il faut déjà les identifier et il faut prioriser des actions là-dessus. Il y a beaucoup entre guillemets, de basiques qu'il faut déjà fixer. Et c'est souvent ce qui a l'impact le plus fort sur la perception de la marque. Après, on peut gagner en
en énergie positive, mais l'énergie négative, elle se partage plus vite. Donc il vaut mieux éviter d'avoir trop de détracteurs parce qu'on sait que c'est au final l'advocacy et un client satisfait est probablement le meilleur moyen d'en acquérir d'autres. Et donc dépenser plus en rétention et moins en acquisition. Entendu. Et comment est-ce que technologie elle intervient dans tout ce qui est parcours client, dans les pratiques, dans les domaines pratiques de marketing digital, et quelles sont les technologies qui feront l'avenir à ton avis? Il y a tout un ensemble de technologies qui sont assez disruptives. Dans les technologies d'avenir, il y a évidemment l'ensemble des technologies dites d'intelligence artificielle. Et il y en a plusieurs, en particulier les trois qui nous paraissent nous les plus importantes, c'est NLG dont on parlait tout à l'heure, donc la capacité à générer un contenu compréhensible par l'être humain et pas simplement à décrypter l'intention avec NLP ou NLU. Il y a tout ce qui touche au deep learning et le computer vision. Et en fait, une façon assez simple de résumer ce qu'est l'intelligence artificielle, c'est de dire finalement, c'est de répliquer les processus qui permettent à un être humain à la fois évidemment de penser et de prendre des décisions, mais aussi de sentir. Et ça, on a tendance à l'oublier. Cette notion de sens, on le voit avec le vocal, avec Alexa, avec les assistants vocaux, mais c'est vrai aussi avec Computer Vision. Quand j'ai un appareil photo très puissant dans un smartphone, c'est au final de l'intelligence artificielle. Même chose quand j'ai des caméras en magasin qui vont observer mes mouvements, faire des heatmaps, non pas digitales, mais de l'espace physique. Quand je vais compter de manière anonymisée, parce qu'il y a un certain nombre de technologies qui permettent de le faire aujourd'hui, et analyser le profil des gens qui passent devant ma devanture ou dans mon magasin, je vais pouvoir être beaucoup plus fin dans mon profilage. Donc tout ça va mettre un petit peu de temps à se mettre en place. Mais donc voilà, cet ensemble-là, c'est évident. Après, tout ce qui touche à réalité augmentée, réalité virtuelle, ça va s'inscrire, je pense, on est plutôt sur un horizon 5 à 10 ans. Mais il n'y a aucun doute, vu les acquisitions qu'ont fait Apple récemment et d'autres acteurs, que ces usages-là vont s'inscrire dans une réalité. C'est juste qu'il y a un peu trop de buzz encore aujourd'hui dessus, mais ça va venir. Et puis après, il y a d'autres ensembles technologiques. On parle beaucoup de blockchain. Alors blockchain, c'est pas tellement. Nous, on a tendance à dire le blockchain, c'est à 20% une technologie, et à 80% c'est une économie, parce que c'est une question de confiance. Tout à fait, oui. Et donc voilà, c'est une façon de distribuer une économie avec plusieurs acteurs. Donc c'est bien joli de vouloir faire des smart contracts, mais s'il n'y a pas de contractualisation et s'il n'y a pas de gouvernance, on ne peut pas faire de la blockchain. Ce qui est compliqué et puis qui n'impacte pas les marketeurs aujourd'hui, parce que le blockchain ne peut pas faire du temps réel sur la pub, on ne peut pas processer suffisamment de requêtes, donc ça marche plutôt sur des logiques de compensation financière pour apporter de la transparence dans un univers, notamment celui des agences et de l'achat d'espace programmatique, qui est encore un peu opaque. Donc il y a ça. Après, l'enjeu, il est surtout de effectivement se préparer à ces révolutions technologiques qui s'accélèrent, mais déjà de fixer les bases. Il y a tellement de marques qui sont complètement en retard sur le mobile, qui pensent avoir coché la case mobile parce qu'elles ont une app, mais qui n'ont rien compris aux notions de moment marketing et qui ne sont pas capables de personnaliser l'expérience à grande échelle, ou qui n'ont pas de stratégie data. Donc on ne peut pas aller sur du big data ou de l'automatisation des moments mobiles si on n'a pas déjà analysé les parcours et si on n'est pas mature là-dessus. D'ailleurs, je pense que dans ce contexte, c'est le plus justifié de parler de smart data plutôt que de big data. Oui, après on peut dire aussi small data, du moment qu'on active les insights, qu'on récupère et qu'on personnalise l'expérience. C'est des trucs de base, mais combien de push notifs on reçoit où il n'y a pas bonjour Thomas ou bonjour avec le prénom de la personne, vous avez tant de points, vous pouvez les activer et les utiliser dans tel magasin à côté de chez vous. Voilà, c'est des trucs de base. Je ne dis pas que c'est facile à faire, mais avant de vouloir aller sur des choses un peu plus, des chatbots, du conversationnel, etc., il y a déjà des fondations à creuser, à travailler, et je pense que c'est d'autant plus important que c'est le mobile qui va activer toutes ces technologies-là. Parce que la réalité augmentée, on peut raconter ce qu'on veut, mais elle passe d'abord et avant tout là-dessus. On aura, oui, demain des lunettes connectées, etc. Mais en masse, il y a quand même 3,5 milliards, 4 milliards de smartphones dans le monde, donc ça passe là-dessus. Le conversationnel, c'est faux de dire que Alexa ou l'assistant Google est utilisé davantage dans les enceintes connectées. Oui, c'est en croissance, mais Alexa, c'est disponible sur 100 millions d'objets connectés.
l'assistant Google, il est potentiellement sur 1 milliard de smartphones. Et l'usage, il est de manière prédominante vocale sur le smartphone. Donc c'est le mobile qui va activer ça aussi. Et tout un tas de technologies. Donc parfois on a tendance à dire on saute d'un truc à l'autre, le mobile c'est fini, c'est mort, on passe à l'intelligence artificielle, mobile first à AI first. C'est très réducteur et c'est un raccourci qui est dangereux. Ok. Écoute Thomas, merci beaucoup pour cet échange intéressant. Je voulais juste résumer et conclure du coup notre conversation. Je voulais revenir sur ta présence au One to One Biarritz. Qu'est-ce que tu penses de cet événement? Qu'est-ce que tu penses en tirer de tes rencontres avec plusieurs entreprises, avec des speakers, etc. Quelle est la valeur ajoutée en fait de One to One Biarritz pour toi? Moi, c'est la 4e fois que j'interviens et c'est un de mes événements préféré. Je ne dis pas ça du tout par flatterie, je le pense vraiment, parce que c'est un événement qui est à taille humaine, on peut assez facilement faire des rencontres, échanger, c'est un très beau lieu de networking, et on peut partager. Moi je fais beaucoup d'interviews, donc pour moi c'est génial de pouvoir discuter un peu off record avec tout le monde, savoir ce qu'ils pensent de telle ou telle solution, des vraies tendances, de ce qu'eux mettent en place opérationnellement. Le cadre est sympa, c'est Biarritz, il y a la mer, il y a l'esprit, l'ambiance, donc non, c'est un super événement que j'aime beaucoup et pour lequel j'espère continuer à venir parce que je trouve ça vraiment et j'en fais beaucoup des événements. Non, c'est un super événement. Excellent. Merci beaucoup Thomas et puis j'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine. Merci, à l'année prochaine, j'espère aussi. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce Nation.